Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Quel plaisir de vous retrouver, comme chaque mardi et mercredi, à la bonne heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et bien, l'émission d'aujourd'hui tournera autour de la créativité, de l'authenticité, de l'entrepreneuriat également. J'aurai le plaisir de recevoir tout d'abord Nassima Ehdaden, qui a lancé son projet. Il s'agit d'une épicerie fine et bien tout au long de l'émission, elle partagera avec nous des recettes authentiques et gourmandes. Je recevrai également monsieur sculpteur, créateur de bijoux. Il s'agit de Reda Skender, où quand la créativité et l'artisanat se rencontrent. On verra ça tout à l'heure avec lui. Et puis, nous aurons le plaisir également de recevoir Saleh Benzina, artisan maroquinier. Donc, entre tradition et modernité, il perpétue un savoir-faire ancestral tout en adaptant ses modèles aux évolutions de la mode. Eh bien, il sera avec nous dans un tout petit moment. Vous l'aurez compris, une émission riche, avec plein de belles et bonnes choses en perspective. Mais juste avant, je vous propose une chanson et il s'agit de Khaled El Halla. J'ai hâte de vous les présenter. Honneur aux dames, bien évidemment. Nassima Ehdaden d'Anval, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci, bonne année. Bonsoir, bonne année. Meilleurs vœux à vous, à vos invités, à tous les Algériens. Et puis, shukran ala l'istidafa. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec je le disais plaisir. tout à l'heure, vous allez partager avec nous déjà les secrets, on va dire, d'une réussite, de se lancer, le secret voilà, de se lancer dans un projet, d'y croire et de le réaliser, parce que c'est déjà important, n'est-ce pas? Je vais partager avec vous les secrets, mais pas les secrets des recettes. Un petit peu quand même, un petit peu. Je sais que c'est votre mari qui est plus recette, oui. Mais quand même, on va un petit peu donner des astuces.
tout ça. Surtout qu'on est en période de fête et j'imagine que les téléspectateurs préparent plein de choses et sont à la recherche de belles et bonnes recettes justement pour recevoir. Eh bien, vous êtes là pour ça aujourd'hui aussi. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vais passer à Monsieur Reda Skandar. Enchanté. Merci Comment de ça va? l'invitation. Très bien. Très belle année à vous. Toujours content de revenir à la maison. Oui. Voilà. C'est tellement bien dit. En tout cas, très belle année à vous. Plein de belles choses. Merci. Surtout que c'est une année, on va dire, importante. Très symbolique pour vous, puisque vous fêtez un événement très important. Et il s'agit donc de la création de votre bijouterie, j'ai envie de dire. Donc, on va parler de tout ça dans un tout petit moment. Et je vais finir par Monsieur Saleh Benzina. Aslama. Ouais, merci pour l'invitation. Merci à vous. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, chers téléspectateurs, nos chers invités. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et puis avec vous aussi, on va parler d'artisanat, de cuir, cette matière noble, j'ai envie de dire, que vous travaillez, mais pas que, puisque vous gérez aussi un collectif, j'ai envie de dire, d'artisans que vous appelez la coopérative algérienne des métiers d'art et de l'artisanat. Voilà, donc on va aussi parler de ça, les objectifs, le but justement d'avoir réalisé cette coopérative. En tout cas, merci à tous d'être là. Je vous souhaite une très belle année. On va tout de suite ouvrir le débat. Honneur aux dames. Mais bon, vous pouvez bien évidemment dire ce que vous en pensez. Donc Nessima, vous êtes venue aujourd'hui avec un beau projet culinaire. Donc déjà, une reconversion. Exactement. Vous faisiez tout à fait autre chose au départ, n'est-ce pas? D'abord, pour commencer, c'est un projet familial. Exactement. Donc, c'est un projet très important de le mentionner, surtout pour ceux qui regardent. Tout à fait. Qu'on salue, donc votre mari, vos enfants mon aussi, époux, mes enfants, ma belle-maman. Donc tout le monde est là pour participer. Donc effectivement, c'est une reconversion. J'étais dans la communication, tout à fait. Je suis programmatrice de formation, exact. J'étais dans la mode. Donc tout ça, c'était un parcours. Et vous avez fait plein de belles choses dans ces domaines, il faut le dire. Merci beaucoup. Oui, il faut le dire. Nous avions déjà eu l'occasion de collaborer ensemble, effectivement. Et maintenant, nous sommes, c'est-à-dire, vous savez, on va commencer un petit peu par le début, c'est la conscience du consommateur par rapport aux conservateurs, par rapport aux colorants, par rapport à tous les additifs que nous trouvons dans les préparations. Oui, tout à fait. Donc là, nous avons voulu préparer quelque chose de sain, de bon, à un prix raisonnable aux consommateurs. Et puis c'est stérilisé. Ce sont des produits qu'il peut laisser dans le placard et qu'il peut sortir en fonction du besoin. Et puis il y a une grande variété de produits. Et nous avons vraiment en Algérie des légumes succulents, des fruits. Tout à fait. Nous avons les produits de base. Les produits de base sont là, c'est des produits de qualité, n'est-ce pas, déjà? Ce qui nous permet, en plus de ça, d'innover, de rajouter toujours de nouvelles recettes et de proposer quelque chose de nouveau, toujours aux consommateurs. C'est ça. Justement, on va parler de ces produits faits d'une manière artisanale. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Autant que consommateur, En tant que consommateur, ça revient à grande échelle. C'est-à-dire que c'est des produits demandés. On va dire qu'aujourd'hui, le consommateur fait plus attention à ce qu'il consomme. Il est conscient. Au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de boutiques qui font la distribution et la vente des produits fins ou des produits de terroir, ouvrir sur Alger ou ailleurs. Les gens se reconvertissent vers la nature, vers tout ce qui est naturel, tout ce qui est produit. Non, parce qu'il y a quelque chose de noble à transformer, à créer de la richesse avec des produits de chez nous. C'est toujours une triangulaire qu'il faut garder à l'esprit quand on est artisan, c'est qu'on travaille de nos mains avec des choses qui sont disponibles. Exactement. Et il faut faire avec ce binôme-là, créer de la valeur ajoutée et faire, si possible, des choses le mieux possible, mais avec l'astreinte de travailler avec des produits locaux. Exact, très bien. C'est la santé aussi, ça respecte. Surtout, surtout, c'est la santé.
Tout à fait. Donc, Reda Skender parle de produits locaux. Oui. Donc, j'imagine que vous faites appel à des personnes pour justement l'achat des produits de base, des recettes que vous préférez. Exactement. Et puis, et que vous avez fait surtout un travail de recherche et avant de vous lancer, n'est-ce pas? Bien sûr. Et surtout, entre parenthèses, c'est-à-dire nous touchons aux viandes et aux poissons. Voilà. Donc nous avons un agrément très important. Nous sommes soumis à la protection civile, au service de la santé. Il y a un contrôle assez sévère. Donc il y a beaucoup de démarches déjà avant. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire quand on touche aux viandes et aux poissons, ça devient plus strict. Bien sûr, il y a des règles. Et pour ce qui est des produits, nous faisons appel à des producteurs. Des petits producteurs surtout, pour l'huile d'olive par exemple, pour le mqattar, le mazhar et maward de Constantine. D'ailleurs, c'est une vieille de 75 ans qui nous fait le mqattar de l'alambic avec vraiment, d'ailleurs, entre parenthèses justement, il y a de moins en moins de jeunes qui font ça. C'est-à-dire que cette tradition ne se transmet pas aux jeunes générations et c'est très triste. C'est dommage parce que le mqattar, ça fait partie de notre patrimoine. Bien sûr, c'est-à-dire culinaire, à Constantine, comme vous dites, il y a des régions vraiment que les aïeux ont un vrai savoir-faire et qui se doit. Il y a aussi les légumes, j'imagine. Exactement, et les légumes algériens, les fruits de l'Algérie. C'est connu dans le monde entier, l'oignon, l'orange, c'est-à-dire les fruits de saison, les légumes de saison. Exactement, ce qui nous permet vraiment de préparer des choses qui sont bonnes, qui sont saines et à des prix raisonnables. Justement, il y a une petite confusion pour le consommateur algérien entre le bio et le naturel. C'est que, par exemple, moi, quand je vous prépare, je vous fais une préparation avec des légumes. Ces légumes-là sont achetés sur un marché de légumes. Ce ne sont pas des produits qui sont cultivés dans un sol avec un pH respecté, sans pesticides. Tout ça, c'est le cahier. Donc le consommateur aussi, pas tout le monde qui doit connaître ces choses-là. Et puis heureusement, comme on disait tout à l'heure, la conscience du consommateur algérien de prendre soin de sa santé est de plus en plus présente. Et ça nous fait plaisir et c'est bon justement. Très bien. Donc on parlait justement de ces savoir-faire qui doivent être transmis à la jeune génération. Est-ce que vous vous sentez concerné Monsieur Skender, par cette théorie, j'ai envie de dire. Non, mais ce n'est pas une théorie, c'est une pratique à avoir. Et puis il y a une idée mémorielle à cette histoire, parce qu'on a eu, nous aussi, quand on avait 20 ans, eu des rencontres et des coups du sort qui ont fait que les choses se sont précipitées ou se sont bien arrangées pour nous. Donc il y a quelque chose à rendre au métier par la transmission. Ou moi, de temps en temps, il m'arrive ponctuellement de prendre un stagiaire ou voilà, mais c'est pas tellement pour leur apprendre, c'est tellement pour les mettre dans la réalité de ce qu'est un atelier tous les jours. Voilà, avec les astreintes que ça a et développer les bons automatismes. Après, moi, j'ai pas, j'allais vous dire, une âme d'enseignant, mais on va dire que ma porte est ouverte et que je suis assez sensible à ça. Et justement, on va parler de cette porte qu'on a ouverte, nous, aujourd'hui, avec toute l'équipe de l'émission. Donc, vous êtes créateur de bijoux, c'est de l'artisanat d'art, comme vous le disiez tout à l'heure, et vous me disiez que vous avez participé au Salon de la créativité à Riyad el-Fath en quelle année? 87, 8. Voilà, 87. Et c'est de là que l'histoire a commencé? On peut dire ça. En tous les cas, du point de vue de la rencontre avec le public, oui. Moi, j'ai un cursus d'autodidacte. J'ai commencé à faire des bijoux parce que j'ai vite compris que je ne voulais pas être étudiant. Et puis, les choses se sont un peu imbriquées comme ça, de fil en aiguille. Il y a eu une accumulation d'expériences et d'aventures professionnelles. Pour résumer, pour les auditeurs et les téléspectateurs, ceux qui me connaissent et ceux qui me découvrent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vous connaissent. Un petit peu. Mais c'est l'effet du temps. C'est pas tellement que je sois exceptionnel. Je fais des collections de bijoux pour me présenter en matière naturelle et par le passé, j'ai traité d'autres matières. Depuis une dizaine d'années, mon retour à Alger, je fais surtout des matières naturelles et de l'argent.
pour les mêmes raisons que madame, parce que l'argent algérien, je parle du métal, est disponible et d'excellente qualité. Et donc, on est parti sur ce médium parce que, par souci pratique et par souci de disponibilité. Et puis parce que j'ai une relation particulière avec ce support. Voilà. En parallèle de ça, il nous arrive de faire des pièces de joaillerie sur commande, des bijoux personnalisés qui sont dans le même procédé un peu plus sophistiqué. Et depuis quelques années, il y a une option sur de la sculpture contemporaine quand on peut et quand nous avons les moyens de le faire. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, on va parler un petit peu des perles. Vous utilisez des perles J'utilise des pierres semi-précieuses, parfois des pierres précieuses, mais je n'ai pas de casting ou de prédisposition à une pierre plutôt qu'une autre. Moi, c'est plus une question de texture et de chromatisme, d'harmonie ou de couleur. Et donc, je considère que toutes les pierres se valent et que les choses ont l'importance qu'on leur donne. Voilà. Et puis, ce qui vous plaît à vous peut déplaire à quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc, l'idée, c'est de développer cette direction artistique sur des médiums très différents. Très bien. Voilà. Et comment se fait justement la création du bijou, du début, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin? Tout à l'heure, Nassima, vous avez posé une question que je vais voler. Est-ce que vous dessinez le bijou ou est-ce que vous le créez au fur et à mesure? Parlez-nous un petit peu de votre monde. Eh bien, il y a une différence entre l'artisan d'art et l'artiste, en cela que l'artisan d'art sait toujours où il va. L'artiste cherche et trouve quelque chose ou pas. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche. C'est très philosophique. Je dessine très rarement, très honnêtement. Moi, je renie pas mon cursus. Moi, je suis autodidacte. J'ai pas du tout le réflexe je fais des dessins cotés pour faire des pilotes ou des recteurs aux collections pour pas qu'on parte dans tous les sens. Un peu comme font les créateurs de haute couture où il y a des métiers similaires. Mais j'ai pas franchement de technique comme ça. Chaque bijou est une histoire et une aventure en soi-même. Très bien. Voilà. Et vos bijoux, on peut trouver des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, de tout. Oui, de tout, un petit peu de tout. Voilà. De tout. Et aujourd'hui, est-ce que vous participez à des expositions? Beaucoup moins que dans le temps, dans le sens où je reçois dans mon atelier et je préfère le contact public direct. Et puis parce que logistiquement, etc., on n'est plus armé pour se déployer comme ça autant de fois. Voilà. Moi, j'ai choisi de passer un maximum de temps dans mon atelier. Et donc, c'est un choix, c'est un parti pris, c'est comme ça. Voilà. Très bien. Et on va revenir aux pierres, justement. Parler un petit peu du marché de ces pierres semi ou précieuses en Algérie. Est-ce que c'est disponible? Non, c'est quand même, vous trouvez des difficultés pour... Je ne trouve pas de difficultés, il n'y en a pas. Donc, je m'organise pour m'approvisionner du mieux qu'on peut à l'étranger, comme on peut. Voilà. Mais il y a du corail à Alger. On trouve du corail moins qu'avant, de moins bonne qualité. L'argent aussi. C'est très compliqué de trouver. En tous les cas, c'est moins disponible que c'était sous d'autres cieux. Mais oui, quand j'en trouve, évidemment. Et puis il y a une relation avec ce rouge, cette texture. Qui nous emmène encore ailleurs. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, Salah Belzina, on parle justement d'artisans, d'artisanat, de faits main. Et vous, aujourd'hui, vous êtes président, c'est ça, de cette coopérative. Parlez-nous un petit peu de cette coopérative, de cette idée que vous avez eue de créer. Je suis le gérant de la coopérative. Vous la gérez. C'est un regroupement professionnel. On regroupe des métiers d'art de différents secteurs. Oui. De la bijouterie, toutes sortes de métiers d'art, épicerie fine et autres. C'est notre deuxième année. D'accord. C'est notre deuxième année. Notre première année, on a fait plus de 30 salons d'exposition entre organisation et participation. On a fait plusieurs pays, la Tunisie, la Turquie, la Libye. Très dernièrement. C'est-à-dire que vous exportez, j'ai envie de dire, notre patrimoine dans d'autres pays étrangers. Voilà, on essaye d'être ambassadeur de notre culture, de nos métiers d'art, parce que l'Algérie, elle est vraiment de tout ce savoir-faire. Voilà, l'Algérie, elle est vraiment très très riche. De wilaya en wilaya, on peut changer carrément de langage, de culture, de vision des gens. Alors, on se regroupe
dans des salons. On s'organise pour donner de notre mieux, pour exposer nos produits. C'est une sorte d'exportation à petite échelle, mais... c'en est une. Voilà. Ce Salah est humble, alors je vais le dire à sa place parce qu'il ne le dirait pas. C'est un acte militant parce qu'il fédère une quinzaine d'artisans à qui il apporte assistance, conseil et donne beaucoup de son temps. Donc moi, je ne fais pas partie de la bande, j'aimerais bien en faire partie, mais je le dis. Voilà, Salah il est surtout un militant. Mieux que vous, il explique mieux que vous. Il se donne beaucoup de mal pour ce collectif et souvent à son détriment. Donc, c'est des préparatifs, par exemple, au mois de décembre. Oui, voilà. Le mois de décembre passé, tout à fait. Le 13, on est parti à Djerba. D'accord. Voilà, nos amis tunisiens. Voilà. On a exposé une dizaine d'artisans de différents métiers d'art. On préfère les centres commerciaux par rapport à d'autres endroits. C'est un point de croisement avec l'acheteur. Exact, tout à fait. Le public, le grand public, on va dire. C'est un point de chute idéal pour nous. Et on vise, Inch'Allah, dans cette année, beaucoup d'autres aventures humaines et bien sûr. Inch'Allah, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, mais on n'a pas fini. On va continuer de parler de ce que vous faites, là, parce qu'on va arriver au cuir. Nassima, justement, il parlait d'exposition, de l'importance d'aller à la rencontre du public, de mettre en avant son produit. Et vous, vous avez participé à une première. Oui. C'était une première, j'imagine? Non, c'est notre troisième donc la dernière, vous avez, la dernière fois que vous avez exposé. Oui, non, nous avons le mois de décembre, nous avons fait 7 expositions. D'accord. Vu que c'était les fêtes de fin d'année. Oui. Donc nous avons justement, comment ça se passe cette rencontre avec le public? Ça se passe très bien. Vous savez, le consommateur. Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils posent beaucoup de questions? Oui, en fait, justement, pour résumer la chose, nous apportons une solution quelque part. Une solution, c'est le consommateur algérien. Là, c'est le côté communication. Je vois le côté Nassima changer de com. Chef d'entreprise. Mais vraiment, parce que nous apportons une solution. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de proposer quelque chose de bon. Un plat préparé comme à la maison, mais en même temps qui peut se conserver. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le consommer tout de suite. Il est dans le placard. Et qu'on a peur quand on est malade. Quand on a beaucoup de travail, la femme algérienne travaille aujourd'hui, l'homme algérien aussi, parce que c'est la femme et l'homme. Et c'est une solution. Et pourquoi je vous dis une solution? Parce qu'on peut préparer de bonnes choses, des choses nobles, de l'épicerie fine. Mais si c'est à des prix exorbitants, ce n'est plus une solution. Tout à fait. C'est pour cela que j'appelle ça une solution. Ça veut dire quelque chose de bon, il y a plein de critères, de naturel, et pour le grand consommateur avec des prix compétitifs. Et c'est ça la solution, et on est très content de pouvoir le faire. Et pour ce qui est des préparations, nous allons du traditionnel jusqu'à des recettes étrangères adaptées au marché algérien, aux consommateurs algériens. Vous adaptez même. C'est-à-dire, on va du haricot au pied de veau, le hmis, au confit d'oignon, à la rillette de poulet, qui ne font pas forcément partie de la culture culinaire algérienne. Mais voilà, nous proposons toujours, et puis vous savez, je dis toujours, les légumes n'ont pas de limite, les aliments n'ont pas de limite, les recettes n'ont pas de limite. Il y a toujours de la nouveauté. Et surtout que c'est un travail artisanal. Donc, c'est-à-dire, juste pour l'anecdote, il m'est arrivé de trouver de la patate douce bio. J'ai pris, et le soir même, on a préparé une confiture à la patate douce cannelle, et le lendemain, elle était à la boutique. Donc voilà, c'est toujours. Et ça s'est fait vraiment sur le tas, parce que vous l'avez vu, et c'était pas. Donc il y a toujours des nouveautés, il y a à faire, il y a matière, il y a à faire. Bien, et donc on va revenir à la rencontre avec le public. Ça se passe très bien, parce que justement c'est comme ça qu'on est arrivé à la découverte. Donc lors de nos expositions, bien sûr, nous avons toujours de la dégustation. Nous faisons connaître et déguster notre produit. Et heureusement, alhamdoulilah, il y a beaucoup de retours positifs. Donc, et puis c'est important aussi de faire promouvoir le concept. Les gens sont contents de découvrir qu'ils peuvent avoir des choses naturelles, bonnes,
qui peuvent remplacer éventuellement. Des fois, je n'ai rien contre la pizza et le panini, mais des fois pour les enfants, par exemple, c'est bien d'ouvrir une soupe naturelle comme repas aux enfants au lieu de prendre une pizza ou quelque chose pour la santé des enfants. Voilà. Faire un sandwich de rillettes pour le goûter, c'est mieux des fois qu'un biscuit plein de sucre, de conservateurs et d'additifs. C'est vrai. Donc on va revenir aux recettes. Ça, c'est la partie Marie peut-être qui se charge des recettes, d'élaborer les recettes. C'est plusieurs, on est plusieurs. Donc, je vous donne à titre d'exemple la rillette de poulet, les soupes, c'est le confit d'oignon, tout ça, c'est mon mari. Le caviar d'aubergine, le hmis, tout ça, c'est moi. Les confitures, c'est la belle-maman. Le pesto, par exemple, c'est mon frère. Donc, c'est vraiment familial. C'est vraiment familial, là. Tout le monde met la main à la pâte. Mais la plupart, c'est moi et mon mari. Très bien. En tout cas, c'est encouragé. On va revenir à ces produits et parler justement de toute la panoplie de produits que vous proposez. Donc on prend plaisir justement à faire tout ça. Exactement. En tout cas, bravo et puis on vous souhaite plein de belles choses. On va continuer. Beaucoup. Est-ce que d'autres personnes se mêlent, j'ai envie de dire, de vos bijoux? J'imagine que non. Non, très honnêtement. Tout le contraire. Non, mais moi j'ai une grande pudeur là-dessus. Je travaille que tout seul et porte fermée parce que j'ai beaucoup de mal avec ça pour plein de raisons. Mais non, mais je suis jaloux de madame. Non, moi je travaille vraiment tout seul. Je remercie en passant parce qu'ils sont aux aguets, mon équipe qui me supporte tous les jours, voilà, mais non, je travaille tout seul, je me fais aider parce que je ne peux pas faire tout seul, j'ai que 2 mains et qu'il n'y a que 6-7 heures par jour. Puis vous savez, c'est un métier d'attention et de concentration, c'est très difficile de... voilà, l'accumulation aidant, on va dire que je me fais aider, mais non, je travaille beaucoup tout seul. D'accord. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure que ce métier, l'artisanat d'art, la création de bijoux, vous a mené à la sculpture. Oui, tout à fait. Écoutez, par le même chemin, étant donné que les techniques sont très similaires en vérité, je ne vais pas embêter les téléspectateurs avec de la tambouille technique, mais on va dire que sculpter sur de la cire, qu'on fasse une boucle d'oreille ou une sculpture, on est dans la même idée, sauf que c'est des proportions qui changent. Et puis, mystiquement, il y a l'idée de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Il y a eu des opportunités qui m'ont été tendues. J'ai fait ma première sculpture au FIAC à Alger en 2015. Et de là, s'est créée une aventure comme ça où on a resté plusieurs fois. Et d'ailleurs, le projet de la fin de ce semestre, on n'arrive pas à fixer une date parce qu'on est conditionné par l'évolution, le travail est en cours, quoi. Donc, mais je pense que le projet verra le jour en mai-juin à Alger avec une exposition qui récapitulera tout ça, bijoux et sculptures. Voilà. Et on l'annoncera le moment venu. Là, on en voit une, là, sur l'écran. Vous arrivez à voir? Oui. Ça, c'est une tablette, c'est comme un obélisque de la lettre Alif, parce que ça retrace le Alif depuis 4000 ans, en fait, des hiéroglyphes à la langue arabe, parce qu'il faut savoir que les langues voyagent et changent dans le temps et dans l'espace. Et donc, j'ai voulu, parce que la lettre Alif a une sacralité très particulière dans toutes les langues, dans la langue arabe particulièrement, parce que l'awwal, l'akhir wal akbar. Et moi, je travaille pour la partie sculpture sur cette idée de transmission des savoirs et de manipulation des éléments de langage. Voilà. D'accord, très bien. Et une autre sculpture, on voit, ou c'est la même? C'est le Alif. C'est le Alif, toujours le Alif. D'accord. Voilà. C'est du bronze. C'est du bronze. Moi, je travaille sur le procédé millénaire de la fonte à cire perdue. Donc, c'est un procédé qui n'est pas du tout mécanisé, qui est complètement artisanal et qui met de l'intensité à mes créations parce que justement, il y a tout cet aspect de domestiquer la matière et d'improbable parce que quand on fait des fontes à cire perdues, on ne sait pas du tout le résultat qu'on obtiendra. C'est un peu comme les céramistes à l'enfournement. Vous savez, vous enfournez une pièce et ce qui en sort, Salah le sait bien, c'est des fois ce qu'on voulait, des fois c'est pas du tout ce qu'on voulait, des fois c'est totalement surprenant. Et donc c'est cette adrénaline qui fait que, en tous les cas pour ma part, c'est ce qui me rend ce métier magique et à qui je dois tout.
Voilà. Ouais, d'accord. En tout cas, bravo et merci surtout d'être venu. Mais moi, je suis toujours content de venir chez vous. Partager tout ça avec nous parce que vous faites plein de belles choses. Et on va continuer. Maintenant, ça va être votre tour. Mais juste avant, très chers téléspectateurs, j'espère que vous appréciez le moment que vous passez avec nous. Et une petite pause et on revient juste après. Donc une petite pause et puis nous sommes de retour avec mes invités. Nous continuons de parler de toutes ces belles choses, la créativité justement du savoir-faire de nos artisans, des produits made in Algeria. Et vous disiez, Monsieur Rida Skender, que justement le public est féru d'art, est féru d'artisanat, de rendez-vous culturels, de produits algériens made in Algeria. Absolument. N'est-ce pas Il y a un public national qui est féru d'expositions, d'artisanat d'art, de découvertes, qui demande qu'à être surpris, qui demande qu'à se déplacer et à voir des choses. C'est ça. Voilà. Oui, à acheter, à offrir, Absolument, à regarder, à lire, à toucher, à découvrir. En tous les cas, on appelle tous les sens, que ce soit dans les métiers de l'image ou dans l'objet ou dans la gastronomie. D'abord, on est beaucoup plus nombreux qu'on était. On est quand même presque 50 millions aujourd'hui de la Héberk, entre ceux qui y a ici et ceux qui y a de la diaspora. Donc, le public est varié et c'est beaucoup rajeuni. Il y a quelque chose de générationnel qui est en train de se passer. Je ne sais pas si Salah il le voit ici, madame. C'est vrai qu'il y a un public de plus en plus jeune et de plus en plus pertinent. C'est-à-dire que les questions sont pertinentes, ça nous fait réfléchir, ça bouscule un peu notre zone de confort et c'est toujours très plaisant de se mettre comme ça dans cette mouvance, de rencontrer, d'écouter, d'être critiqué, d'accepter la critique aussi. Ça fait partie aussi de l'aventure. Exactement. Voilà. Et justement, Saleh, on va revenir à vous et parler du côté artisan, maroquinerie. Donc, parlez-nous un petit peu de votre histoire avec cette matière noble qui est le cuir. Je suis nouveau reconverti dans le domaine de la maroquinerie. D'accord. Je travaille la matière du cuir naturel, tout ce qui est matière cuir, ovin, bovin, caprin, toute matière qui est en relation de cuir aussi. Avec le cuir. Je fais travailler aussi avec moi d'autres artistes, comme dans la tapisserie, le hambel et tout. Dans la broderie, je fais beaucoup de mélanges sur mes produits, sur mes créations entre la broderie et le cuir, en donnant un beau sac et d'autres produits de maroquinerie. Excusez-moi si je peux juste me permettre. J'ai parlé des fruits et légumes algériens. Monsieur a parlé de l'argent algérien et le cuir algérien, qui est excellent. Et puis il y a une tradition de tannerie. Oui, bien donc l'animal en Algérie, c'est de très très bonne qualité. Oui. Vis-à-vis son exposition à la chaleur et à la lumière du soleil. Aussi la qualité de l'herbe et tout. Ça donne déjà de la bonne chair et aussi de la bonne peau. On en trouve pratiquement une dizaine, je dirais une dizaine de tanneries artisanales. D'accord. Moi, je mise beaucoup sur le produit artisanal, produit du tannage végétal. D'accord. C'est un tannage où on utilise des produits qui ne nuisent pas à la nature. En fait, il y a deux types de tannage dans ce métier. C'est le tannage au chrome et le tannage végétal. Le tannage végétal, c'est l'utilisation des matières végétales, des pigments chauds. Et c'est de plus en plus demandé. Voilà, c'est de plus en plus demandé. C'est à la mode parce que donne un aspect de nuance de couleur, un aspect rustique, un aspect... Voilà. Il n'y a surtout pas de déchets. Là, c'est le côté mode qui parle. Oui. C'est très tendance, le cuir végétal. D'accord. Donc, je fais de A à Z. J'achète le cuir en semi-fini, sans couleur. Je mets la couleur sur le cuir. Après, je travaille le patron. Je décide de quoi s'agit-il. Voilà, ce que vous allez faire avec cette pièce sac à que dos, vous cartable, avez. portefeuille, tout ce qui rentre dans la maroquinerie. La bagagerie aussi, je travaille. Après le patronage, il y a la coupe. La coupe, c'est fait à la main. D'accord. Là, on voit un très beau sac, un sac à dos. Voilà, ça, c'est un sac à dos en cuir caprin.
Ça, c'est intemporel. Voilà. Indémodable. Indémodable, tout à fait. Une belle pièce. Merci, madame. Alors, après le... et même via la photo, on voit la qualité du cuir. Le cuir, c'est le premier choix. Je travaille uniquement le premier choix. Je m'approvisionne auprès des tanneurs algériens. C'est rare que je travaille un cuir importé. Surtout, comme j'ai dit, le tannage végétal. Après la coupe, il y a toute une étape d'assemblage et de couture. Et après la finition. Et ce qu'il s'agit de la vente, on se coupe entre deux parties. La partie atelier, et je fais beaucoup d'expositions et de salons, ce qui me permet de commercialiser, de faire connaître mon produit et surtout... Là, je vais me permettre, c'est votre sac, mais je vais permettre, voilà, une autre pièce, masculine, on peut dire que c'est une pièce masculine quand même, voilà. On peut changer juste de couleur et ça devient... Oui, tout à fait, voilà, moi, comme ça en rose. C'est une pièce mixte. Les accessoires sont en bronze. C'est une pièce mixte. Voilà, pour l'ordinateur. C'est un porte-laptop à cartable, la plupart du temps, c'est mixte, il n'y a pas de féminin ou de masculin. Moi, j'aime bien le rose, donc... C'est un modèle vintage que j'ai créé moi-même à partir d'une photo. D'accord. J'ai fait pour un client. Il a fait une petite commande. C'était un site de vente de produits artisanaux. Après, je me suis mis à fabriquer. Je fais aussi de la pièce unique. D'accord. Et la petite sur commande ou non, vous créez... La pièce unique, des fois je tombe sur des créations des artisans, comme surtout dans le domaine du tissage. Oui. Le hambal et tout. Des fois, je mélange entre le cuir et ça sort des pièces uniques. D'accord. Et aujourd'hui, vous savez, quand le cuir est de bonne qualité, autant il vieillit, autant il devient plus beau et plus... Exact, c'est connu. Oui. Donc une pièce comme ça, même en vieillissant, elle devient de plus en plus belle. Le cuir reste toujours vivant. C'est ça. Le seul aspect pour le préserver, c'est de le nourrir. C'est ça justement. Voilà. Comment aujourd'hui on peut bien entretenir le cuir? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, que ce soit sac ou portefeuille? Nos ancêtres nourrissent le cuir avec shahma. D'accord. Et en ce moment, on en trouve sur le marché beaucoup de matières naturelles, comme la vaseline, la glycérine, il y a des produits la cire d'abeille. Et ce qui est réputé dans le monde de la maroquinerie, c'est l'huile du pied de bœuf. C'est un huile spéciale pour le nourrissage du cuir. Ça redonne vie à le cuir et ça empêche de le sécher. De le sécher parce que à force de s'exposer chaleur et humidité dans l'hiver et ça sèche le cuir. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc ça réagit, c'est une matière vivante. C'est une matière totalement vivante. Vous aimez le cuir, je vois que vous savez tout ce qu'il dit. Ah oui, tout à fait, mais je lui ai dit tout à l'heure en aparté, moi j'ai fait un petit bout d'expérience, j'ai fabriqué des ceintures dans une autre, il y a longtemps, et donc j'ai touché un peu à ce monde du cuir, de la tannerie, puis surtout de la partie métallique qui va sur le cuir, où j'avais été sollicité. Mais oui, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le métier de la broderie et du tissage. C'est véritablement des métiers en danger aujourd'hui. Je veux dire, les brodeuses, comme il y avait dans le temps qui savaient tout faire, aujourd'hui, c'est vraiment une sinécure de trouver des gens qui maîtrisent la broderie ou le tissage, quoi. C'est juste une petite parenthèse malheureusement. que rencontrent aussi les gens de la mode et de la haute couture. C'est-à-dire, nous, on les sollicite comme ça de temps en temps, mais les gens de la couture qui sont véritablement dans le travail du vêtement et de cette excellence de raffinement, etc., c'est vrai que c'est un métier qui se perd complètement aujourd'hui. Malheureusement. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, récemment, une très 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 grande maison de couture européenne, ils ont dédié un défilé à la broderie.
Et justement, parce qu'ils ont dit que ce métier est en danger, il est en voie d'extinction, et pourtant la broderie, oui, c'est très beau. Et justement, Saleh, est-ce que vous avez, par exemple, dans votre coopérative, une brodeuse ou quelqu'un qui a ce savoir-faire? Notre première collaboration à la coopérative, c'était avec un centre sur la tutelle du ministère de la Culture pour faire des formations. Voilà. Oui. Des formations dans certains métiers qu'on en voit qui risquent vont de disparaître. Oui, si on n'agit pas très vite. Donc, et la broderie en fait partie. Oui, la broderie, la bijouterie, la maroquinerie. Il y a beaucoup de métiers qu'on ne trouve pas. Oui, le tissage aussi. Voilà, la nouvelle génération s'intéresse de moins en moins à ce travail manuel, à ce travail ancestral. Je veux dire la même chose sur les métiers du bijou. Oui, je ne dis pas la bijouterie, je dis les métiers du bijou. Oui, c'est très difficile. Vous savez, pour revenir à ce qu'il disait, c'est-à-dire pour rester un peu dans le tissage et la broderie, avant, nos grands-mères et nos mères, bien sûr, elles tissent, elles font... C'est ça. Et donc, il n'y a pas une maison algérienne où il n'y a pas et donc une on apprenait, les filles, on va dire, apprenaient malgré elles, parce qu'elles voyaient la grand-mère faire, elles voyaient la maman faire. Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas. C'était au moment de la sieste, les soirées ramadanesques. Que je voulais en venir. J'en garde des souvenirs. Il n'y avait pas le téléphone ou les réseaux sociaux ou tout ça. On est tout le temps... Quelque part, on nous donne l'image qu'on apprend tout sur Internet. Mais non. Virtuellement, on apprend exactement. tout. Mais ça, 2019, j'ai ouvert une boutique de vente de tout ce qui est produits qui rentrent dans la fabrication de la maroquinerie. Oui. Et je trouve que les jeunes s'intéressent de plus en plus. Il y a beaucoup de demandes sur les matériaux et voilà, on reste positif. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent vraiment et on en voit défiler des produits, des marques algériennes dans le cuir, surtout du féminin. D'accord, très bien. Voilà. Et donc déjà qu'il y a des jeunes qui s'intéressent et heureusement, il y a des personnes conscientes, j'ai envie de dire, comme vous, qui vraiment veulent agir pour transmettre. Il faut juste donner la chance d'exposer les produits à ces jeunes. C'est ça. Donner aussi la chance de se former. Parce qu'on en trouve de moins en moins des instituts qui forment dans les différents métiers. Exactement. Pratiquement, il n'y en a pas un institut officiel qui donne les métiers d'art. Moi, je considère une formation de 3-4 jours, c'est pas suffisant. Bien sûr. Ça ne donne pas beaucoup de... Non. Et vous voyez, quel que soit le domaine, on revient toujours à la même problématique. Oui, c'est ça. C'est l'apprentissage. Voilà, là, on parlait du mqattar. Il n'y a pas de jeunes qui comme il disait, les plateaux se chevauchent cet après-midi. Moi, je suis à nouveau dans le domaine depuis 2017. Je me forme de jour en jour. Voilà. Toute opportunité est bonne pour vous. Il faut prendre en considération que le temps d'apprentissage est très long. Tout à fait. On fait un métier... Surtout dans ce travail manuel. Une des astreintes du métier, c'est de chercher beaucoup et de trouver un peu. Donc le temps d'apprentissage est très long et d'acquérir un savoir-faire qui fait qu'on n'a plus de soucis avec la technique, ça prend un nombre d'années considérable. Exact. Et il y a un peu d'empressement dans la jeunesse parce qu'ils ont un peu la flamme, ils veulent tout de suite vite travailler, il arrive aussi qu'on saute des étapes. Exact. Et il faut prendre le temps au temps et acquérir un métier et savoir le faire durablement dans le temps pour pouvoir le transmettre, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai, voilà. c'est ce qu'on peut garder. On peut arriver à ce qu'on veut. Exactement. Après, il y a des perles. Je tiens à signaler qu'à Alger, il y a quand même des artisans d'art hors pair. Moi, il m'arrive de travailler avec des techniciens du bijou, sans qui je ne pourrais pas faire tout ça. Voilà. Que je salue particulièrement d'ailleurs. Bien sûr, on côtoie dans les expositions et les salons des artisans de qualité. Oui. Même c'est
par rapport à leur âge ou à oui, leur, c'est-à-dire peu importe leur âge jeune. Voilà. Oui. On en trouve des perles rares dans l'artisanat et j'espère que ça reviendra aussi. Voilà, et ça va parce continuer. que Ça commence temps, vraiment l'Algérie à revenir. était parmi les leaders dans ce domaine du cuir. C'est ça. C'était vraiment très répété dans la chaussure hachak, dans la sellerie, dans la bagagerie, la maroquinerie, tout ouais, ça. maroquinerie. On a beaucoup de potentiel. On peut réussir dans ce domaine, juste avoir l'étincelle et la gérer. Et on va parler de la demande aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez justement à offrir, c'est-à-dire aux personnes qui veulent, est-ce que vous arrivez aujourd'hui? Bon, par rapport à l'offre et la demande vis-à-vis le marché, c'est un marché creux. D'accord. C'est un marché creux. Il y a beaucoup de demandes dans ce domaine. Oui, j'imagine. Moi, je me considère comme une goutte dans un verre. D'accord. Je penche beaucoup plus dans l'artisanat que l'industriel. C'est ça. Mais en essayant, on arrivera, Inch'Allah, un jour. C'est un petit atelier. J'ai dernièrement embauché quelqu'un que je le forme. Très bien. Je me forme aussi. Voilà. En même temps. Voilà. Et comme je vous ai dit, madame, c'est de la petite série et la pièce unique. Mais espérons qu'on va agrandir le projet. Inch'Allah. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et justement, vous parlez de pièces uniques, vous parlez d'objets que vous créez. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui quand vous dessinez un sac ou un objet de maroquinerie? Ça vient naturellement ou Non, des fois, on tombe sur des modèles sur les réseaux sociaux, par rapport aux besoins peut-être aussi, si vous pensez que vous avez besoin, qu'on a besoin de ça, que vous avez besoin de ça, par exemple, ça très pratique au quotidien. Carrément à la mode, ce qui est à la mode. Aussi. On peut avoir l'idée, le clin d'œil, et on va le retravailler à l'atelier, à notre touche, à notre modèle. Bien sûr, ce qu'on a comme accessoire, parce que vraiment, accessoires, c'est pas donné en Algérie, on n'en trouve pas. Les magasins qui nous approvisionnent de moins en moins, mais on s'organise, alhamdoulilah. On trouve toujours des solutions. Très bien. Donc aujourd'hui, objectif, agrandir un petit peu. Agrandir et plus de formation, se remettre à l'image par rapport à nos ancêtres. Très bien, en tout cas, bravo. Merci, et puis continuez ainsi, en tout cas, et n'hésitez pas à revenir. Alors, Nassima, on va continuer de parler de ces produits. Donc, on va un petit peu parler des produits que vous proposez. Je vois des coffrets, donc à offrir, très pratiques. Là, fête fin d'année, invité, quand on est invité, pourquoi pas aller mieux que de prendre des pâtisseries, des sucreries et tout. Donc, là, on peut lire caviar d'aubergine. Caviar d'aubergine au noir, rillettes de poulet, curry, joli curry. La rillette de poulet, nous l'avons en nature, curry, à l'oriental, aux olives vertes, donc pour tous les goûts. D'accord. Patates à la cannelle, donc ce dont vous parlez tout à l'heure. C'est venu spontanément. Voilà, plus de beaux coffrets. L'huile d'olive, le mqattar. Le client il choisit juste les produits qu'il veut. Et puis nous lui préparons le coffret et nous livrons. Voilà. Et puis comme je vous ai dit au début, nous sommes, c'est-à-dire nos produits, nous ne sommes pas arrêtés. La liste de nos produits n'est pas arrêtée. C'est ça, c'est ça. Il y a toujours du nouveau, voilà, il y aura toujours en du fonction des saisons, en fonction des fruits et légumes disponibles. Soupe de poisson, classique, on en trouve beaucoup. Exactement. Donc j'imagine que c'est une bonne recette de délices. Exactement. Alors là, nous, donc haricots blancs, pieds de veau. Alors dites-moi combien de femmes sont prêtes à préparer des haricots pieds de veau pas beaucoup, dans la journée. Ça facilite la tâche, surtout aux femmes qui à la femme. Et des fois, vous savez, par exemple, il y a une personne qui aime ça dans la famille et pas les autres. Oui. Voilà, donc on fait plaisir, on a donc la personne de elle près. Prend ce qu'elle veut, on lui fait tout le travail et puis elle n'a qu'à chauffer la préparation et la déguster. Et là, je vois une bouteille, on pensait que c'était, vous avez dit que c'était quoi? Vinaigre de pomme. Du vinaigre de pomme, donc on a dit, non, Skandar, vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est de l'orange, c'est du sirop d'orange. Naturel. Sirop d'orange naturel. Donc une bouteille comme ça, c'est-à-dire à consommer nous
nous disons de préférence avec de l'eau pétillante. Ça fait un petit soda à l'orange naturel. Super. Voilà, nous l'avons à la menthe, à la grenade, en fonction des saisons aussi, à la fraise, à l'abricot. Tout à fait, là c'est la période des agrumes, donc quoi de mieux qu'un bon voilà, et puis une bouteille comme ça, c'est environ 5 bouteilles d'eau minérale pour la quantité. C'est-à-dire quand vous faites le calcul, ça revient à le prix du... Voilà, donc... c'est 780 dinars. Ça revient le quand calcul vous faites est très vite 5 bouteilles d'eau minérale. C'est très économique par rapport à un soda plein d'additifs et de conservateurs. Et que ça revient moins cher aussi. Voilà, un prix, comme vous dites, imbattable, on va dire. Nous essayons vraiment de rester sur des prix très raisonnables pour permettre à tout le monde de se faire plaisir et de faire attention à sa santé. Donc traditionnel, des filets de thon. Voilà, filet de thon. Oui. On va parler du filet de thon. Voilà, pendant la période de thon, nous prenons les thons, nous prenons les filets et nous les conservons avec une cuillère d'huile d'olive, tout simplement. Voilà. Donc, et puis c'est à 490 dinars, c'est pas si loin des boîtes qu'on achète dans les supérettes. Et comme je dis toujours, ce que nous achetons dans les boîtes métalliques n'est pas du thon rouge, c'est de l'albacar. Ce sont des miettes d'albacar, c'est-à-dire pour la santé, pour le goût, pour à presque au même prix, nous avons quelque chose de sain, de bon, de frais. Parce que la stérilisation, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'autoclave. On enlève tout l'air qui est dans le bocal, ce qui permet une longue vie au produit dans le placard sans qu'il ne perde ni sa valeur nutritionnelle, ni dégustative, ni gustative. Donc, le produit reste frais. Il reste bon et sain et à un prix raisonnable. Très bien. Donc aussi très important, comme vous disiez tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne sur ce point parce qu'on en a parlé brièvement. Donc vous touchez à la viande et au poisson et que c'est toute justement des règles à respecter. Oui. Nous avons un agrément. Voilà. Donc nous avons un agrément. Comme je vous ai dit, nous sommes soumis au service d'hygiène, de la protection civile, de la santé. Et nous avons des contrôles assez souvent. Nous avons le laboratoire, l'aménagement de notre laboratoire par exemple. Il répond à une chaîne de production qui est conforme à une réglementation. Très important tout ça, parce que quand on voit des produits comme ça, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on achète et qu'on sait que le risque zéro y est. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça. Voilà. Dans notre laboratoire, vous avez par exemple la viande, c'est-à-dire l'agrément de la viande. Quand la viande rentre, elle a un accès, elle doit faire la chaîne, c'est-à-dire le lavage, le découpage, la préparation, la mise en boîte, l'autoclave. La viande ne doit pas marcher en avant, comme disait exactement, et ressortir d'un autre côté. C'est-à-dire tout ça, c'est la protection civile qui est venue vérifier l'aménagement plusieurs fois, exactement, et qui apporte des fois des modifications. Mettez un accès ici, enlevez cet accès, rajoutez un mur. Et c'est comme ça que nous avons aménagé le laboratoire. C'est pour vous dire que c'est vraiment une réglementation très bien. Sévère et que vous êtes sur tous les fronts. Donc réglementaire, goût, prix, en tout cas bravo. C'est la santé des gens que nous avons entre les mains. Tout à fait, une responsabilité. C'est une responsabilité c'est ça. Et il faut être à la hauteur de cette responsabilité. En tout cas, vous l'êtes, Nessima. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venu partager toutes ces bonnes choses avec nous. Beaucoup. On passe bien sûr le bonjour à votre mari, à vos enfants, à votre belle-maman, puisque tout le monde travaille pour la réussite de ce projet et c'est tout ce qu'on vous souhaite aujourd'hui. Exactement, merci beaucoup. Très belle continuation. Et puis merci pour l'invitation. Merci à vous. Et surtout, juste pour clôturer, je voulais vraiment, c'est-à-dire rendre hommage à nos frères à Gaza. Oui. Rabbi yarhamhum. Oui, c'est vrai que c'est très dur. Ils sont des moments très durs. Et je voudrais dire un dernier mot, si je peux. لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. Merci, bravo.
Pour ces belles paroles, et à très vite. Skandar, Rida Skandar, merci. Merci. Que vous avez passé un agréable moment avec nous. Comme toujours, merci de m'avoir invité. Moi, je dis une excellente année à tous nos téléspectateurs. Encore une fois. Et je voudrais aussi, en mon nom et au nom de Salah, remercier toute cette clientèle qui nous fait confiance depuis autant d'années. Et qu'on y prend toujours autant de plaisir. Très et puis bien. encore une fois, merci de l'invitation. En tout cas, nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir à vous avoir avec nous cet après-midi à Textaha. Salah Ben Zina, merci beaucoup. Merci pour Très belle année, plein de belles choses, plein de belles expositions en tout cas. Et n'hésitez pas à revenir. Oui, allez-y, bien sûr. Oui, comment elles s'appellent les deux petits? Taline et Tala. Rabbi yahfadhom, Inch'Allah. Et à nos frères palestiniens, on est de cœur avec vous. Tout à fait. Inch'Allah, que cette année. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, merci. Et puis, faites plein de belles choses et n'hésitez pas à revenir nous voir et les partager avec nous, avec les téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, très belle année, plein de belles choses, beaucoup de santé. Et je vous laisse avec le reste du programme.